Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous êtes en forme et en très bonne santé. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes sincères excuses parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas posté aucune vidéo. Ça fait presque 3 mois parce que j'ai été très débordé par la révision ces derniers jours. Alors, dans le cadre des cours vidéo que je diffuse sur ma chaîne YouTube, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une modeste vidéo qui traite l'histoire des idées du XXe siècle. Bien que la vidéo soit un peu longue, mais je n'en ai abordé qu'un peu de tout, espérant vous apporter un coup de main dans vos études. Je vais commencer d'abord à aborder quelques courants littéraires qui ont marqué ce siècle. Par la suite, je vais passer à quelques idées majeures de même époque. Alors, j'espère que ce travail satisfera les curieux de savoir et subviendra à leurs besoins et surtout les aidera en quelque sorte à réussir leur cursus universitaire. Alors, on commence. Alors, on commence. Comme je vous ai dit préalablement, je n'ai abordé qu'un peu de tout, espérant que ce travail vous soit utile et profitable. Je vais commencer tout d'abord par les grands mouvements littéraires et philosophiques qui ont marqué ce siècle. Par exemple, le nouveau roman, le surréalisme, le théâtre d'absurde, l'existentialisme, l'existentialisme de Sartre et la philosophie de l'absurde de Albert Camus. Par la suite, je vais mettre en lumière quelques grandes idées qui ont marqué le XXe siècle, comme par exemple le monde clos et le monde ouvert. Quand on dit le monde clos, c'est-à-dire le monde de la religion et l'Église, le monde ouvert, c'est la science, l'argent et le matérialisme, c'est-à-dire deux notions contradictoires. Par la suite, après avoir abordé le monde clos et le monde de la religion et le monde de l'argent, je vais passer directement à étudier la notion du matérialisme du besoin. Par la suite, je vais mettre l'accent sur la notion de la sécularisation et la laïcité. Par la suite, la prémontée de l'individu qui a engendré un autre thème, à savoir le mouvement mai 68. Et je vais parler aussi sur l'affaire Dreyfus et la notion de l'intellectuel. Euh, C'est-à-dire l'affaire Dreyfus, c'est celle qui est la, la cause principale de la Première Guerre mondiale. Par la suite, je vais parler de l'idéal des progrès. Est-ce qu'elle est réalisée, est-ce qu'elle n'est pas réalisée au XXe siècle? Je vais parler en détail sur cette notion. Et par la suite, je vais parler sur la révolution artistique, les différents mouvements artistiques qui ont marqué ce siècle. Puis, je vais mettre en évidence l'état intégrateur, l'état de droit, et vers la fin, je vais parler en détail sur le totalitarisme, c'est-à-dire les trois régimes totalitaires du XXe siècle, surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, à savoir le régime du nazisme avec Hitler, le régime du fascisme avec Mussolini et le régime du stalinisme ou bien du communisme avec Staline. On commence d'abord par les mouvements littéraires. Chaque mouvement, on va citer son contexte historique, sa définition, ses principes et ses caractéristiques, ses fondateurs qui ont théorisé son mouvement. Je commence d'abord par euh, le nouveau roman. Le nouveau roman, c'est un mouvement littéraire qui est apparu durant les années 50 du XXe siècle. Le nouveau roman, c'est un roman révolutionnaire. C'est un roman révolutionnaire. C'est-à-dire, le nouveau roman, il est venu au XXe siècle pour faire, il constitue une révolution contre les romans classiques et traditionnels. C'est-à-dire, le nouveau roman est venu surtout pour critiquer les romans de Balzac. C'est-à-dire, il fait une rupture avec tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est classique. Il est venu pour critiquer les romans classiques, surtout les romans de Balzac. Alors le nouveau roman, il a brûlé les règles classiques. Le nouveau roman constitue une critique des modèles romanesques. Les auteurs de ce mouvement rejettent tout ce qui est en relation avec les romans classiques.
Parmi les principales caractéristiques du nouveau roman, par exemple, le refus du roman traditionnel, le refus de toute forme de réalisme. Le nouveau roman est venu pour euh, éradiquer le réalisme au profit du nouveau roman. Il est venu aussi pour refuser et rejeter les héros classiques, parce que les héros classiques portent des valeurs positives. Mais le nouveau roman, il va mettre à la place de l'héros classique un autre type d'héros, c'est l'anti-héros. Il est venu aussi pour refuser et rejeter le point de vue omniscient, rejeter la notion de l'engagement, rejeter l'intrigue classique, rejeter le schéma narratif, rejeter aussi la psychologie et tout ce qui est en relation avec la subjectivité. Le nouveau roman se caractérise aussi par l'anti-héros. L'anti-héros, il porte euh, des valeurs négatives. C'est le contraire de l'héros classique. L'anti-héros, il se caractérise par l'impuissance, l'échec, la lâcheté, la fragilité, le manque du courage, l'absurdité, l'ambiguïté. Euh, les personnages dans le nouveau roman, ils vont perdre leur identité, leur personnalité et leur psychologie. Voici une petite démonstration. Dans ce tableau-là, j'ai fait une petite distinction entre le nouveau roman et le roman classique. Le roman classique, il vise à donner l'illusion du réel, comme les romans de Balzac par exemple. Mais le nouveau roman, il détruit complètement l'illusion du réel. Le nouveau roman, il vise surtout tout ce qui est irréel, irrationnel. Le roman traditionnel aussi, dans le roman traditionnel, les personnages sont identifiés. Dans le roman traditionnel, les personnages sont identifiés, on sait leur nom, leur âge, leur état d'âme, leur état d'esprit. On connaît tout sur les personnages. Mais dans le nouveau roman, les personnages sont anonymes, ambigus. On ne connaît ni leur nom, ni leur âge, ni leur état d'âme. Dans le roman traditionnel aussi, l'intrigue est progressive, c'est-à-dire il y a la situation initiale, la situation finale, les péripéties, le dénouement. Mais dans le nouveau roman, cette intrigue-là est déstructurée. Il n'y a ni situation initiale, ni dénouement, ni péripéties. Les auteurs du nouveau roman soulignent que le roman n'est plus l'écriture de l'aventure, mais l'aventure de l'écriture. Cette citation-là résume parfaitement ce nouveau concept du nouveau roman. C'est-à-dire le nouveau roman met en relief le fait de prendre la plume et laisser son imaginaire naviguer dans les réseaux de l'écriture. C'est-à-dire il vise seulement ce qui est écriture. C'est-à-dire oser écrire est le premier but de ce courant. C'est-à-dire juste l'écriture. Il ne vise ni l'aventure ni autre chose. Le roman n'est plus l'écriture de l'aventure. Il ne vise plus l'écriture de l'aventure comme font les romans classiques. Parce que les romans classiques, ils visent l'écriture de l'aventure. Mais c'est tout à fait le contraire pour le nouveau roman. Le nouveau roman, il vise l'aventure de l'écriture. Ce nouveau roman se caractérise par un changement de style. Il invente de nouvelles techniques narratives. On parle surtout de l'impuissance du langage. Ce sont des caractéristiques secondaires du nouveau roman. Les mots ne servent plus à rien pour décrire le monde. Ce sont juste des petites caractéristiques secondaires du nouveau roman. Parmi les fondateurs et les chefs de file de ce roman, de ce nouveau roman, c'est Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, c'est une femme française d'origine russe, si je me souviens. C'est l'une des figures majeures du nouveau roman. Il a même publié un petit livre qui s'appelle L'ère des soupçons en 1956. C'est un livre qui résume parfaitement le nouveau roman. Il s'appelle L'ère des soupçons. Je vais parler en détail sur ce roman dans la suite de la vidéo.
Un autre mouvement littéraire qui a marqué ce siècle, c'est le surréalisme. Le surréalisme, il s'inscrit dans un contexte bien précis, le début du XXe siècle. Le surréalisme est, euh, est apparu juste après, ou bien au lendemain de la Première Guerre mondiale. Euh, le 20 siècle est marqué par la Première Guerre mondiale qui a entraîné des conséquences catastrophiques et désastreuses sur tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est une guerre, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui est d'une atrocité incroyable. Cette guerre a mis l'homme en absurdité, ce qui va permettre la naissance d'un autre mouvement, à savoir le surréalisme. C'est-à-dire, cette guerre-là, la Première Guerre mondiale, il a créé chez l'homme un sentiment d'inquiétude, de chagrin, euh, d'angoisse, d'absurdité. Et pour sortir de cette absurdité, de cette absurdité-là, l'homme va recourir à, à l'art, tout ce qui est art, tout ce qui est poésie, tout ce qui est nature, pour but de s'échapper de cette absurdité. Ce qui va permettre la naissance du surréalisme. Alors le surréalisme là, c'est un mouvement littéraire, artistique, poétique et intellectuel et culturel, et surtout poétique. Il est apparu au lendemain de la Première Guerre mondiale, surtout en 1924. Donc, ce mouvement-là est venu pour éradiquer, pour mettre fin à l'absurdité de la Première Guerre mondiale dans laquelle l'homme a plongé. C'est-à-dire, le but de ce mouvement, c'est de mettre fin à l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Alors, parmi les fondateurs de ce mouvement, c'est André Breton. Il a écrit le manifeste du surréalisme dans lequel il expose sa théorie du surréalisme. Donc, le chef de file de ce mouvement-là, le surréalisme, c'est André Breton. Il a écrit un livre dans lequel il a exposé sa théorie, à savoir le manifeste du surréalisme. Je vous invite à le télécharger. Alors, cette guerre-là, la Première Guerre mondiale, a réveillé un sentiment de révolte chez l'homme qui cherche à fuir cette absurdité. Donc l'homme à ce moment-là, il cherche à fuir cette angoisse-là que la guerre a créée en lui. Donc l'homme, il va recourir à la création artistique. Alors cette absurdité, que je qualifie toujours comme une absurdité meurtrière, il a créé un envie de révolte qui s'est réalisé dans le mouvement surréaliste. Il est axé sur deux concepts. C'est-à-dire les surréalistes, quand ils ont venu après la Première Guerre mondiale pour mettre fin à l'absurdité de cette guerre, leur seul et unique but, c'est de changer la vie d'un côté et transformer le monde d'un autre côté. C'est-à-dire les surréalistes, ils ont cette volonté de dépasser la réalité ordinaire. Ils ont cette volonté de dépasser la réalité ordinaire pour se plonger dans l'inconscient qui s'est manifesté dans leur production poétique et artistique. C'est-à-dire, les surréalistes, pour fuir, pour s'échapper de cette absurdité, ils ont bien réfléchi. Ils ont cherché à plusieurs reprises, plusieurs fois, euh, la, la façon avec laquelle ils vont s'échapper de cette absurdité. Ils ont recouru notamment à des productions poétiques et artistiques. Ils vont, c'est-à-dire, ils vont laisser leur imagination, leur inconscient s'exprimer librement dans leurs écrits, dans leur poésie, et dans leur peinture aussi. C'est-à-dire le surréalisme, c'est un moyen de libérer les esprits. Libérer les esprits de quoi? Des inquiétudes, de l'angoisse, de la Première Guerre mondiale. Le surréalisme s'est caractérisé par une notion bien précise sur l'écriture automatique. Cette notion est très fondamentale. Quand on parle de l'écriture automatique, c'est-à-dire la poésie, c'est-à-dire les surréalistes, ils écrivent automatiquement des poésies. L'écriture automatique, c'est-à-dire noter tout ce qui vient de l'esprit sans raison logique et sans but précis. Il recourt à la poésie juste pour oublier le chagrin de la Première Guerre mondiale. Il recourt aux poésies, il recourt à l'art,
Euh, et quand ils écrivent leur poésie, ils écrivent automatiquement. Donc, je vous invite à faire plus de recherches sur cette notion-là, l'écriture automatique, pour bien la comprendre. Alors, les surréalistes, pourquoi ils utilisent l'écriture automatique dans leur poésie? Pour explorer l'inconscience, pour explorer leur imagination, laisser leur imagination s'exprimer librement. Concernant les principaux thèmes du surréalisme, le rêve, le songe, la folie, l'inconscient, l'imagination. Ils laissent leur imagination s'exprimer librement. Pour bien comprendre ce mot inconscience, le surréalisme va profiter de la naissance de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une théorie qui va mettre en valeur la notion de l'inconscience. C'est une théorie euh, théorisée par Sigmund Freud, il a une grande relation avec le surréalisme. Le surréalisme s'inspire du psychanalyse parce que le surréalisme, c'est-à-dire tout ce qui est imagination, tout ce qui est inconscience, pour, les, pour libérer les esprits. Alors André Breton s'est beaucoup passionné par les idées de Freud. Par les idées de Freud. L'inconscient, c'est une sorte d'exploration de l'inconscience pour libérer les esprits. Un autre courant qui a marqué ce siècle, c'est le théâtre d'absurde. Le théâtre d'absurde, c'est le prolongement de la réflexion de la philosophie de l'absurde. Concernant la philosophie de l'absurde, je vais parler sur cette notion par la suite. Quand on dit le théâtre d'absurde, c'est un style de théâtre qui apparaît durant la Deuxième Guerre mondiale et qui est venu pour faire une rupture totale avec le théâtre traditionnel et les gens, théâtre classique. C'est-à-dire, le théâtre d'absurde, dans le XXe siècle, est venu pour mettre fin au genre théâtre classique, comme par exemple la tragédie et la comédie. C'est-à-dire, le théâtre d'absurde, il est venu comme réaction contre la tragédie, la comédie, le drame, la tragicomédie. Il vient pour faire une rupture totale avec ces courants, ces genres de théâtre classiques. Alors, parmi les caractéristiques du théâtre d'absurde, c'est-à-dire le théâtre d'absurde, il refuse tout ce qui est tragédie, tout ce qui est comédie, tout ce qui est drame, tout ce qui est tragicomédie. Le théâtre d'absurde, il se caractérise par le refus des règles du théâtre classique, c'est-à-dire l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action. Il refuse tout ce qui est intrigue, tout ce qui est psychologie des personnages, il refuse le surréalisme, il refuse aussi les structures traditionnelles. Dans le titre d'absurde, par exemple, les héros, on ne trouve pas l'héros classique, mais plutôt dans le théâtre d'absurde, on trouve l'anti-héros. L'anti-héros, c'est un personnage qui se caractérise par les valeurs négatives. L'anti-héros, il se caractérise par l'absurdité, la fragilité, l'impuissance et l'échec. D'autres caractéristiques du théâtre d'absurde, par exemple, il traite la fragilité de la condition humaine et l'absurdité de la vie. Il traite tout ce qui est absurde. Le personnage dans le théâtre d'absurde est plongé dans un monde absurde. Il est plongé dans un monde absurde. Dans le théâtre d'absurde aussi, il y a ce que l'on appelle l'incompréhension du monde. Le théâtre d'absurde met en scène des anti-héros. Des anti-héros se caractérisent par l'absurdité, l'ambiguïté et la fragilité. Parmi les dramaturges célèbres et les chefs de file de théâtre d'absurde, il y en a beaucoup, par exemple, Eugène Ionesco, Samuel Beckett et Albert Camus. On va passer directement à l'existentialisme et l'engagement de Sartre. L'existentialisme. C'est un courant plutôt philosophique. Il s'étend à la fois sur le plan littéraire et surtout philosophique. C'est un courant qui est théorisé par la figure majeure du XXe siècle, à savoir Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, c'est un écrivain français du XXe siècle. Il est la figure majeure de la littérature. Il est le symbole de l'engagement et de l'intellectuel. Il est le porte-parole de la société.
il est reconnu par la valeur de ses écrits. Il a écrit beaucoup d'ouvrages littéraires et philosophiques qui portent des messages philosophiques, par exemple. La plume de Sartre se penche sur tout ce qui est philosophique, sur tout ce qui est social, sur tout ce qui est humain. Sartre a une grande influence sur l'opinion publique. Sartre, il a refusé le prix Nobel parce que selon lui, l'écrivain n'a pas besoin de récompense pour son travail. Selon lui, c'est à cette seule raison qu'il a refusé le prix Nobel. Pour lui, l'écrivain, le vrai écrivain, n'a pas besoin de récompense pour son travail. Alors Sartre insiste sur la notion de l'engagement. Et quand on dit la notion de l'engagement, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a forcé Sartre à entamer ce processus d'engagement. Je vais expliquer ce mot engagement par la suite de la vidéo. Il a fait des reproches à un ensemble d'écrivains comme Flaubert et Balzac. Il leur a dit, c'est-à-dire Sartre, il a fait des reproches, des réprimandes à Flaubert et à Balzac. Il leur a dit, pourquoi vous n'êtes pas engagés? Si vous étiez engagés, vous auriez donné un coup de pouce à l'histoire. Mais votre désengagement ne signifie que votre lâcheté. Ici, il critique Flaubert et Balzac. Il leur a dit, pourquoi vous n'êtes pas engagés? Votre désengagement ne signifie que votre lâcheté. Sartre, il s'est même engagé dans le mouvement Mai 68, que je vais expliquer par la suite. Alors, parmi les livres que Sartre a écrits, le premier livre, c'est Qu'est-ce que la littérature? C'est un livre que Sartre a écrit, c'est un livre très connu sur le plan, au niveau européen et même au niveau mondial. Un livre qui s'intitule Qu'est-ce que la littérature? Je vous invite à le télécharger et à le lire. C'est un essai philosophique, ou bien un livre philosophique, publié en 1948. Dans ce livre-là, Sartre développe sa réflexion sur la mission de la littérature, de l'écrivain, de l'écrit, de la plume, du livre. Il dit dans ce livre que l'écrivain devrait être un phare qui va éclairer le peuple. C'est un livre que j'ai tant aimé et désiré. Le deuxième livre, c'est l'existentialisme et un humanisme. C'est un livre philosophique. C'est l'un des livres les plus célèbres de Sartre. Dans ce livre-là, il a beaucoup parlé sur les principes de l'existentialisme. L'existentialisme, je vais expliquer cette notion par la suite. Il a beaucoup parlé dans ce livre sur les mécanismes, les principes et les caractéristiques de l'existentialisme. Un autre livre que Sartre a écrit, c'est L'être et le néant. L'être et le néant, c'est un livre qui est difficile à comprendre puisqu'il est purement philosophique. Dans ce livre-là, Sartre a développé, il a parlé notamment sur la philosophie existentialiste. C'est l'idée selon laquelle l'existence précède l'essence. La philosophie existentialiste souligne, il insiste sur le fait que l'existence précède l'essence. Al-wujud yasbiq al-jawhar. Il a parlé dans ce livre aussi sur ce que l'on appelle la phénoménologie. La phénoménologie, c'est une philosophie qui consiste à comprendre l'essence des choses par la conscience. C'est un livre qui est très très difficile à comprendre puisqu'il est purement philosophique, mais je vous invite vivement à le télécharger et à le lire, peut-être vous en aurez besoin. Pour l'existentialisme, Sartre a beaucoup parlé sur la philosophie existentialiste après la Deuxième Guerre mondiale. Il a beaucoup parlé sur la philosophie existentialiste. L'existentialisme, c'est un courant philosophique qui porte l'ensemble de ses réflexions sur la liberté, l'existence, l'individu, l'existence individuelle. Ce courant insiste sur le fait que, c'est-à-dire l'existentialisme, insiste sur le fait que
L'homme est le créateur de l'essence de sa vie par ses propres actions, par ses propres actes. Sartre est un athée. Selon lui, Dieu et la nature humaine n'existent pas. Il ne croit ni à la nature humaine ni en Dieu. C'est un athée. La célèbre phrase, ou bien la célèbre citation de Sartre, l'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence. Et quand on dit l'essence, c'est-à-dire tout ce qui est action, tout ce qui est pensée. Je vais faire ici une petite distinction. Pour Descartes, l'homme pense puis donc il existe. Mais pour Sartre, c'est le contraire. L'homme existe puis il pense. Si vous avez du mal à comprendre ces notions-là, je vous invite à regarder, à visionner cette vidéo 2 ou 3 fois ou bien 4 fois pour bien comprendre chaque thématique à part entière. Parce qu'au début, ces notions vous paraissent bizarres. C'est la première fois peut-être que vous entendez ces notions-là. Alors, je vous invite fortement à visionner cette vidéo 2 ou 3 fois pour bien appréhender, pour bien comprendre toutes ces notions. Maintenant, après avoir parlé suffisamment sur l'existentialisme de Sartre, maintenant on va parler sur la philosophie de l'absurde et l'engagement de Camus. Albert Camus, c'est un écrivain algérien, c'est la figure majeure de la littérature, c'est le symbole de l'engagement et de l'intellectuel, il est le porte-parole de la société. Lui aussi, il est reconnu par ses écrits qui portent sur la philosophie, la littérature, la politique. Sa plume se penche sur tout ce qui est philosophique. Il a une grande influence sur l'opinion publique. La philosophie de l'absurde. Quand on dit la philosophie de l'absurde, c'est-à-dire l'absurde. C'est-à-dire, quand on dit l'absurde, c'est quoi l'absurde? C'est-à-dire la confrontation de l'homme avec un monde qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, l'homme cherche toujours un sens au monde, à son existence, à ses actions. L'absurde, c'est-à-dire dans la confrontation de l'homme avec un monde qui n'a pas de sens, un monde qui est plein d'angoisse, plein d'inquiétude, qui n'a pas de sens. Alors Camus est le principal représentant de l'absurde, après avoir refusé d'être étiqueté comme existentialiste. C'est-à-dire, Sartre, lui, c'est un existentialiste. Il a beaucoup parlé sur l'existentialisme. Camus, non, il a beaucoup parlé sur l'absurde. Parce que Camus, il a refusé d'être identifié comme existentialiste. Il a refusé ce courant-là. Camus a refusé l'existentialisme. Il a refusé d'être étiqueté comme existentialiste. Il a préféré aborder cette notion de la philosophie de l'absurde. Alors Camus affirme qu'on ne peut pas changer le monde, car pour lui, l'homme est condamné à vivre dans l'absurdité. C'est le contraire pour Sartre. Sartre dit qu'on peut changer le monde, mais Camus, non. Puisque Camus parle de l'absurdité, il dit que l'homme est condamné à vivre dans l'absurdité. On ne peut jamais changer le monde. L'homme est condamné à vivre dans l'absurdité et toute tentative de donner un sens à la vie est une illusion. Le monde est inchangeable pour Camus. Alors, après avoir parlé de 3 livres chez Sartre, j'ai fait la même technique avec Albert Camus. J'ai abordé, chez Albert Camus, j'ai abordé 3 livres. Le mythe du Sisyphe, L'homme révolté et L'étranger. Je vais parler d'abord sur le mythe du Sisyphe. C'est le premier livre de Albert Camus. Le mythe de Sisyphe, c'est un essai philosophique qui rappelle naturellement un mythe qui a existé depuis toujours. C'est le mythe de Sisyphe. Le mythe parle de Sisyphe. Sisyphe, il a été puni par les dieux. Il est condamné à faire monter un rocher au sommet d'une montagne. À chaque fois qu'il est sur le point de placer le rocher au sommet, il redescend. Il fait cette action d'une manière répétitive, sans ressentir de la fatigue. C'est-à-dire, Sisyphe, il est dans l'action. Le fait de faire monter le rocher, c'est-à-dire Sisyphe
Pour Albert Camus, il est dans le mouvement de l'absurde. C'est-à-dire Sisyphe, il est dans l'action. Il fait cette action-là, le fait de monter la rocher au sommet d'une montagne, il fait cette action d'une manière répétitive. Dans ce livre-là, la- Albert Camus a beaucoup parlé sur la philosophie de l'action, parce que l'action devient un amour chez Albert Camus. On est dans l'amour de l'action. Il a beaucoup développé cette idée dans son livre, parce que l'amour de l'action nous permet d'éviter le désespoir de l'absurdité de la vie. Un autre livre, un autre livre de Albert Camus, c'est L'homme révolté. L'homme révolté, c'est un livre écrit, c'est un essai philosophique lui aussi. Il fait l'éloge de l'absurde. L'homme révolté, c'est un essai rédigé par Albert Camus. Dans ce livre-là, il a beaucoup parlé sur le thème de la révolte. Dans le mythe de Sisyphe, il a beaucoup parlé sur la thématique de l'action. Mais dans l'homme révolté, il va parler sur la thématique de la révolte. La révolte est un amour chez Albert Camus pour donner un sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Face au sentiment de l'absurde, Camus propose trois réactions possibles: la révolte, la liberté et la passion. Et dans ce livre-là, ce qui nous intéresse ici, c'est la révolte. Il a beaucoup parlé du thème de la révolte dans ce livre-là. Et quand on dit la révolte, c'est le fait d'accepter notre existence avec lucidité. La révolte devient un amour chez Albert Camus. Un autre livre dans lequel il a beaucoup parlé sur la thématique de l'absurde, son troisième livre, c'est L'étranger. C'est un livre représentatif de la philosophie de l'absurde. Dans ce livre-là, le personnage principal, l'anti-héros de ce livre, c'est Morsol. Morsol. Morsolt. Donc, Morsolt, c'est le personnage principal de ce livre-là, L'étranger, qui traite la thématique de l'absurde. Morsolt, c'est l'anti-héros, c'est le personnage principal. Le moment clé de l'œuvre, c'est la mort de sa mère, c'est-à-dire le personnage principal, quand sa mère elle est morte au début de l'œuvre, ici on va se rendre compte que le personnage Morsolt n'éprouve aucune émotion face à la mort de sa mère, n'éprouve aucune tristesse, c'est-à-dire il est plongé dans l'absurde, malgré que sa mère, malgré qu'il a beaucoup, il a vécu euh, des problèmes dans sa vie, malgré que sa mère est morte au début de l'œuvre, mais il ne ressent aucun sentiment, aucune tristesse, il est dans l'absurde. Même quand il est emprisonné à la fin de l'œuvre, il ne ressent aucune émotion. L'auteur présente le personnage comme le symbole de l'absurdité du monde. Ici, on va mettre aussi l'accent sur la confrontation entre Sartre et Camus. Comme je vous ai dit au début, Sartre dit que on peut changer le monde. Camus dit non, on ne peut pas changer le monde. Il y a une certaine confrontation entre Sartre et Camus. Alors, ils se sont tous deux engagés dans la guerre d'Algérie. Sartre est tellement l'opposant de Camus. À ce moment-là, l'Algérie était occupée par la France. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. À ce moment-là, au XXe siècle, l'Algérie était occupée par la France. Sartre est tellement l'opposant de Camus. Sartre dit qu'il faut s'engager pour changer le monde. C'est-à-dire Sartre, il est avec l'indépendance de l'Algérie. Il veut changer le monde. Il veut que l'Algérie soit indépendante. Mais Camus dit non. Camus, pour lui, on ne peut pas changer le monde. Car Camus, il dit que Camus veut que l'Algérie reste toujours française. Il ne veut pas. Il est contre l'indépendance de l'Algérie. Euh, je répète, Sartre dit qu'il faut changer le monde. Il a dit que l'Algérie doit être indépendante. Mais Camus dit le contraire. Camus dit qu'on ne peut pas changer le monde. Il ne veut pas que l'Algérie soit indépendante. Il veut toujours que l'Algérie reste française. Donc, à présent, on va passer vers les grandes idées qui ont marqué le XXe siècle après avoir abordé
les courants littéraires. Le premier axe s'intitule L'affaire Dreyfus et la notion de l'intellectuel. Alors, c'est quoi l'affaire Dreyfus? Alors, Dreyfus, il se nomme Alfred Dreyfus. C'est un officier français d'origine juive. C'est un, c'est un jeune homme d'origine juive. Il a été accusé injustement d'avoir livré des documents militaires secrets français aux Allemands. C'est une injustice. Il a été accusé d'avoir livré ces documents-là aux Allemands. Donc, cette affaire était considérée comme une affaire d'espionnage. C'est-à-dire, il était accusé injustement d'avoir fait un acte qu'il n'a pas fait en réalité. C'est juste une injustice. Par la suite, il a été exilé et déporté vers une aile appelée l'aile des diables pour le prisonnier. Donc, il a été prisonnier pour une chose qu'il n'a pas fait. Vous allez comprendre l'histoire par la suite. Donc, dans cette affaire, il va y avoir ce que l'on appelle la naissance de la notion de l'intellectuel. Alors, je vais ici d'anticiper les événements. Alors, Alfred refuse. Quand il a été accusé, il va y avoir des intellectuels qui vont le défendre parce qu'en réalité, il n'a rien commis. Il va y avoir aussi des intellectuels qui vont l'accuser, qui accusent euh, Dreyfus d'avoir fait un acte intolérable. Alors, dans cette affaire, il va y avoir ce que l'on appelle la naissance de la notion de l'intellectuel. Parce qu'il va y avoir des intellectuels qui défendent Dreyfus, ce sont les Dreyfusards. Et des intellectuels qui accusent Dreyfus, ce sont les anti-Dreyfusards. Alors, c'est quoi avant de revenir à cette notion de l'affaire Dreyfus, je vais parler brièvement sur l'intellectuel. C'est quoi d'abord un intellectuel? Un intellectuel, c'est une notion fondamentale au XXe siècle. Il a un rôle majeur et très actif dans la vie politique française. Les intellectuels sont des producteurs de savoir et ils sont des professionnels de la pensée et de la réflexion. L'intellectuel, c'est un producteur des savoirs. C'est un travailleur de l'esprit. Il met son talent et son intelligence pour défendre les valeurs universelles et humanistes. Alors, toujours l'intellectuel, il défend les valeurs universelles, la liberté, la fraternité, l'égalité et toutes les valeurs humanistes. Il mobilise sa plume et son arme suprême pour défendre les causes, pour défendre les valeurs. Il a une personnalité marquante dans son époque. Il détient un pouvoir symbolique et s'engage à jouer un rôle critique dans la société. L'intellectuel, il a pour mission de réfléchir aux problèmes de la société. Il fait le maximum possible pour apporter des solutions aux problèmes de la société. Il produit des idées, des pensées et des idéologies. Il a un rôle d'institutionnalisation de cet engagement. C'est-à-dire, l'intellectuel, c'est lui qui défend toujours les valeurs universelles. Alors, dans cette affaire-là, toujours dans le cadre de l'affaire Dreyfus, il va y avoir des Dreyfusards, parce que, comme je vous ai dit, Dreyfus, il a été accusé injustement. Donc, il va y avoir des Dreyfusards qui vont défendre Dreyfus et des anti-Dreyfusards qui vont accuser Dreyfus. Parmi les anti-Dreyfusards, il y a Émile Zola par exemple. Il a écrit un article qui s'intitule J'accuse. Dans cet article-là, il défend en réalité, il défend Dreyfus. Il le nomme juste comme ça, J'accuse, pour le publier. Peut-être il a écrit J'accuse la loi, par exemple. Mais en réalité, il va défendre Dreyfus dans cet article-là. Euh, pour le publier dans le journal, la presse de l'horreur. La presse de l'horreur, c'est un journal adressé au président de la République pour but de défendre Dreyfus d'un crime qu'il n'a pas commis en réalité. Alors,
Émile Zola, c'est parmi les anti-Dreyfusards. Et à partir de ce moment-là, on va voir la mobilisation d'un écrivain qui a un prestige public, c'est-à-dire Émile Zola, et qui va naturellement profiter de ce pouvoir symbolique pour influencer l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il va faire le maximum possible pour défendre Dreyfus. Cela d'un côté. D'un autre côté, on a les anti-Dreyfusards. Les anti-Dreyfusards sont ceux qui accusent Dreyfus. Par exemple, Maurice Barrès, il a dit dans un article que Dreyfus est capable de trahir. Il accuse Dreyfus de ce crime-là. Alors il va y avoir une certaine confrontation entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards parce qu'il s'agit en effet d'une effroyable erreur judiciaire. Donc, il va y avoir une certaine confrontation entre les deux. Alors, pourquoi accuser dès le début Dreyfus pour un crime qu'il n'a commis même pas? Pourquoi l'accuser? Parce que tout simplement, comme je vous ai dit au début, c'est un juif. C'est un officier français d'origine juive. Si vous vous souvenez bien, euh, il est d'origine juive. C'est pour cette raison que l'on a accusé Dreyfus. Parce que tout simplement, c'est un juif. Euh, c'est ce qu'on appelle l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est-à-dire le fait de détester quelqu'un de religion juive. C'est comme Hitler, par exemple, c'est un antisémitisme. Il déteste tous les gens qui sont juifs. Donc, c'est pour cette raison que l'on a accusé Dreyfus pour un crime qu'il n'a commis même pas. C'est ce qu'on appelle l'antisémitisme. Le problème, c'est que Alfred Dreyfus, en réalité, il est innocent. Mais le problème, c'est que Alfred Dreyfus est condamné à prison en perpétuité. Mais heureusement, il sera finalement innocenté grâce au soutien d'Émile Zola. Émile Zola a parvenu et il a réussi à innocenter Dreyfus en publiant, comme je vous ai dit, son article dans la presse de l'horreur. Alors, puisque Dreyfus est innocent, qui est le véritable coupable? Le véritable coupable de cette affaire-là, c'est Estrasé. Retenez bien, souvenez bien de ce personnage. C'est Estrasé qui est le vrai coupable de cette affaire. Dreyfus, il est innocent. Alors, parmi les conséquences de l'affaire Dreyfus, il a bouleversé complètement la société française. Il va également intensifier l'antisémitisme. Intensifier, c'est-à-dire augmenter, rendre plus intense l'antisémitisme en France. La séparation de l'Église et de l'État en 1905. Parmi les conséquences de cette affaire-là, c'est que la presse a exercé une grande influence sur la vie politique. L'affaire Dreyfus aussi devient un symbole de l'injustice en France. Comme je vous ai dit au début, cette affaire-là fait partie des causes indirectes du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Avant cette affaire-là, il va y avoir par exemple l'affaire Calas. L'affaire Calas, elle était au XVIIIe siècle. L'affaire Dreyfus et l'affaire Calas sont juste l'affaire de Dreyfus au XIXe siècle. Pourquoi j'ai mentionné cette affaire de Dreyfus? Juste pour faire un appel pour passer directement aux événements parce que il est la cause indirecte de la guerre mondiale. C'est pour cela que je l'ai mentionné. Avant cette affaire-là, de l'affaire Dreyfus, il va y avoir l'affaire Calas. Je vais faire juste une petite comparaison entre les deux. L'affaire Calas, elle était au XVIIIe siècle. Ce sont tous deux des affaires judiciaires dans lesquelles je parle de l'affaire Calas. C'est une affaire judiciaire dans laquelle Voltaire critique l'intolérance religieuse. Il s'agit toujours dans le cadre de l'affaire Calas, il s'agit d'un père qui a tué son fils parce que son fils-là s'est converti au catholicisme. Mais cette affaire-là n'a pas eu autant d'importance parce qu'il n'y avait pas de personne qui portait le projet pour la rendre publique. Mais pour l'affaire Dreyfus,
on le lui a accordé plus d'importance. On a accordé plus d'importance à l'affaire Dreyfus parce que il y avait un intellectuel qui a porté le projet pour la rendre publique, c'est Émile Zola. C'est juste un événement secondaire que j'ai le plaisir de mentionner. On va passer directement à deux notions principales, à savoir le monde clos et le monde ouvert. Le XXe siècle, c'est un cycle de l'ouverture du monde, d'où la notion de monde clos et de monde ouvert. Alors, quand on parle du XXe siècle, on pense automatiquement au monde ouvert. Au monde ouvert. Le monde clos, c'est un monde dominé par la religion, par l'Église, c'est-à-dire avant le XXe siècle. Mais le monde ouvert, c'est-à-dire, il correspond à l'ouverture du monde. Monde dominé par la science, le matérialisme, la modernisation, la modernité, l'argent, tout ce qui est progrès. Donc le monde clos, le monde de la religion, le monde ouvert, le monde dominé par la science et l'argent. Je vais essayer de faire une petite comparaison entre ces deux notions. Avant l'ouverture du monde, c'est-à-dire avant le XXe siècle, avant, c'est l'Église qui domine. C'est l'Église qui avait le pouvoir de gouverner. Quand on parle de l'Église, on est dans un monde clos. Un monde qui est fermé. Un monde qui est lisible et fermé. Un monde où la religion représente la force centrale qui dirige et donne les ordres. C'est-à-dire à ce moment-là, dans le monde clos, c'est la religion qui est à la place de la science. C'est-à-dire, c'est euh, c'est la religion qui a la vérité absolue. Il était, il a été le garant des savoirs. C'est elle qui détient le savoir. La religion est considérée comme détenteur de savoir et la seule source de toute connaissance. La religion a toutes les réponses définitives à toutes les questions que l'on peut se poser sur son origine, son existence et sa culture. À ce moment-là, personne ne peut contredire l'Église, toujours dans le cadre du monde clos, un monde qui est fermé, un monde qui est gouverné par la religion et l'Église. Le monde clos, il se caractérise par le suivisme. C'est une notion fondamentale dans le monde clos. Le suivisme, c'est-à-dire un courant qui a été créé par l'Église pour interdire le peuple de poser des questions, surtout les questions qui relèvent de la religion. À ce moment-là, c'est la religion qui détient le savoir. Les gens, à ce moment-là, lorsqu'ils veulent chercher quelque chose ou bien poser une question, ils vont directement poser cette question à l'Église. Mais à une seule condition, à une seule condition, ne pas poser des questions qui relèvent de la religion. Par exemple, à ce moment-là, on ne peut pas dire à l'Église, est-ce que Dieu existe? Il est interdit de poser ce genre de questions, des questions qui s'inscrivent dans la religion. À ce moment-là, c'était une époque de l'absolutisme. L'Église exerce une sorte d'absolutisme et de la tyrannie de la vérité. Tu n'as pas le droit de poser des questions qui relèvent de la religion. Le clergé avait interdit de mettre en doute les vérités de la religion. Il est interdit de poser des questions qui relèvent de la religion parce qu'il détient cela de Dieu et des textes sacrés. Maintenant, on va passer vers le monde ouvert. Le passage du monde clos vers le monde ouvert. Avec le développement de la pensée critique, on n'est plus dans le monde clos. Avec l'apparition de la pensée critique, on a commencé à critiquer la religion. On a commencé à tout critiquer. Et avec le développement de la pensée critique, cette critique-là nous a ouvert le monde qui était auparavant clos et fermé. Et après que le monde soit ouvert, avec l'émergence de la science, l'argent, le savoir, euh, il va y avoir une baisse du pouvoir de la religion sur la société, sur les instances politiques, sociales et économiques. La religion, son pouvoir va se baisser. Il n'a plus la force de tout gérer. Son pouvoir s'est baissé d'un seul coup, parce que le monde commence à être ouvert. Le monde ouvert se caractérise par
le monde ouvert, toujours dans le cadre du monde ouvert, le monde ouvert, c'est un monde qui est géré par l'argent, la science, le matérialisme, le progrès, se caractérise par la libération du poids de la religion. La religion n'a plus de place. Il est ouvert sur toutes les possibilités. C'est donc le passage de la vérité absolue à la relativité. Le monde clos, c'est-à-dire le monde clos, dans le monde clos, il n'y a pas de vérité absolue comme chez la religion. Dans le monde clos, il y a la mise en doute de toutes les vérités instaurées par la religion. Et quand on dit le monde ouvert, c'est-à-dire le monde de la science et du matérialisme, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? L'Église va perdre le poids de la crédibilité. C'est-à-dire elle va perdre sa valeur et sa place dans la société. C'est-à-dire quand le monde a été ouvert, la religion, son pouvoir va se baisser. Il va perdre sa valeur, il va perdre sa place, il va perdre son prestige dans la société. Quand on parle du monde ouvert, on parle de l'empirisme. Et quand on dit l'empirisme, c'est-à-dire l'expérimentation, la science, le savoir, le matérialisme. Donc on n'est plus avec l'ouverture du monde, on n'est plus dans un monde qui est clos, dans un monde qui est dirigé par l'Église, mais on est plutôt dans un monde qui est dirigé par le cerveau de l'homme. Une autre notion qui caractérise le monde ouvert se caractérise par la notion de le positivisme. C'est un courant qui est fondé par Auguste Comte au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle. C'est un courant qui a été fondé par Auguste Comte. Ce courant dit, c'est-à-dire le positivisme, c'est le fait de poser des questions en ce qui concerne l'existence. C'est-à-dire le fait de poser des questions qui relèvent de la religion. Pourquoi on est là? Quelle est notre mission dans ce monde? Quelle est notre origine? Où aller? C'est-à-dire où est-ce qu'on va? Et où aller? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Alors, quand le monde a été ouvert, il va y avoir ce que l'on appelle la matérialisation des besoins. C'est-à-dire, et quand on dit la matérialisation des besoins, c'est-à-dire l'argent. C'est-à-dire, on a dit au début, le monde clos a passé vers le monde ouvert, et parmi les fruits du monde ouvert, c'est la matérialisation des besoins. Et quand on dit la matérialisation des besoins, toujours dans le cadre du monde ouvert, c'est-à-dire on ne donne plus d'importance aux choses spirituelles. Le besoin n'est plus spirituel, on ne donne aucun intérêt aux choses spirituelles, mais on donne beaucoup d'importance aux choses matérielles. On ne cherche plus à satisfaire Dieu, mais on cherche juste à satisfaire sa poche avec l'argent et la science. Tout ça va nous conduire à la désacralisation. Quand le monde a été ouvert, il va y avoir ce que l'on appelle la désacralisation. Et quand on dit la désacralisation, c'est-à-dire, comment dirais-je, ôter ou bien dépouiller quelque chose de son caractère sacré. C'est-à-dire enlever quelque chose de son caractère sacré. Et quand on dit désacraliser la religion, c'est-à-dire on a enlevé ce qui est sacré dans la religion. La religion n'a plus de place. Il est désacralisé. Il n'est plus sacré. Alors, dans la matérialisation des besoins, on donne beaucoup d'importance aux choses matérielles. Et quand la société et quand le monde a été ouvert, il nous a donné beaucoup de fruits. Comme la matérialisation des besoins comme je viens d'expliquer, et la sécularisation de la société. Quand le monde a été ouvert, tout cela va nous conduire à la sécularisation de la société. Et quand on dit une société qui est sécularisée, c'est-à-dire, c'est-à-dire le pouvoir de la religion dans une société sécularisée, il se baisse, il se recule. Voilà la matérialisation des besoins. Quand on donne beaucoup d'importance, quand on néglige ce qui est spirituel et on donne beaucoup d'importance aux choses matérielles, tout cela va nous conduire
à la sécularisation de la société, à l'avènement, à l'émergence d'une société sécularisée. La matérialisation des besoins est remplacée par quoi par la suite? La matérialisation est en train d'être remplacée par la digitalisation. Quand on dit la matérialisation, c'est-à-dire le réel, c'est-à-dire l'argent, l'argent. Et quand on dit la digitalisation, c'est-à-dire tout ce qui est virtuel, les cartes bancaires, tout ce qui est virtuel. Alors la matérialisation des besoins est en train d'être remplacée par la digitalisation, mode de vie qui va changer l'humanité pratiquement. C'est-à-dire la matérialisation des besoins, c'est-à-dire tout ce qui relève de la matière, et la digitalisation, tout ce qui relève du virtuel. Alors, tout ce qui relève de la matière est en train d'être remplacé par tout ce qui relève des virtuels. Quand je vais acheter, par exemple, quelque chose, j'ai besoin d'une carte bancaire au lieu de l'argent. On va entrer dans un monde virtuel et digital. Quand on parle d'une société matérialiste, l'argent, c'est-à-dire quand on parle d'une société matérialiste, d'une société qui est dominée par l'argent, d'une société qui ne donne aucune valeur à la religion, on pense automatiquement à un vice, à quelque chose qui n'est pas forcément agréable. C'est l'égoïsme. Quand les gens ont négligé leur religion, quand ils ne donnent plus de valeur à la religion, quand ils donnent de la valeur à l'argent, à tout ce qui est matériel, il va y avoir chez eux ce que l'on appelle l'égoïsme. C'est un vice. L'égoïsme, car posséder de l'argent, c'est toujours posséder pour soi. Et quand on est élevé par le biberon de la possession pour soi, et quand on est élevé par la négligence de la religion, quand on est élevé par une cuillère en or dans la bouche, quand on est élevé par cette idée que l'argent est tout, on oublie les valeurs essentielles de la société, à l'avoir la notion de partage. On oublie la notion de partage. On ne fournit plus de l'aide aux autres. On n'aide plus les autres. La notion de partage dans un monde ouvert, dans un monde qui est dominé par l'argent, la notion de partage n'existe plus. Car nous voulons avoir une autre satisfaction avec l'argent d'être supérieur à l'autre. Alors voilà, quand le monde a été ouvert, il va y avoir ce que l'on appelle la matérialisation des besoins, la religion est négligée, et la matérialisation des besoins qui est dominée par l'argent, il va nous donner la sécularisation de la société. Et cette sécularisation-là va nous conduire à la laïcité. Il va nous conduire en fin de compte à la laïcité. Alors, la matérialisation des besoins mène à la sécularisation et à la laïcité. Maintenant, après avoir parlé du monde clos, et après avoir parlé du monde ouvert, et après avoir parlé suffisamment de la matérialisation des besoins, je vais faire maintenant une petite distinction entre la sécularisation et la laïcité, parce que ces deux termes ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'un pays sécularisé, c'est-à-dire c'est un pays qui sépare entre les pratiques religieuses et les pratiques sociales. C'est-à-dire séparer tout ce qui relève du monde et tout ce qui relève de la religion. C'est-à-dire sortir du monde de la religion pour aller dans ce monde posé par les humains. Je pense à la religion juste quand je veux m'en attirer. À part ça, je fais d'autres choses qui me plaisent. Je pense à la religion juste quand je veux m'en attirer. À part ça, je fais d'autres choses qui me plaisent. Pour faire la distinction entre, je vais anticiper les événements, les aider, la sécularisation et la laïcité. La sécularisation et la laïcité sont presque les mêmes. Mais dans la laïcité, la religion est absente. Comme la France, il n'y a pas de religion officielle. Il n'y a pas, la religion reste un acte individuel dans la laïcité. Mais dans la sécularisation, non. Dans la sécularisation, il n'y a pas l'absence de la religion comme dans la laïcité. Dans la sécularisation,
il y a juste une baisse du pouvoir de la religion. Et je vous invite vivement à faire plus de recherches sur ces deux termes pour approfondir vos connaissances. La sécularisation, c'est un processus que connaissent toutes les sociétés, sauf que toutes les sociétés n'arrivent pas au stade de la laïcité. Quand on dit une société sécularisée, cela ne veut pas dire forcément que c'est une société laïque. Il y a une grande différence entre une société sécularisée et une société laïque. La sécularisation, c'est un processus de désacralisation. La sécularisation, c'est-à-dire la religion est désacralisée. Il est dépouillé de son caractère sacré. Il n'a plus sa valeur dans la société. Sa valeur est diminuée. Plus que la société se modernise, plus on oublie les valeurs traditionnelles qui ont un caractère sacré. C'est-à-dire plus que la modernité aille plus que la modernité se trouve dans une société, plus qu'une société est moderne, plus que on oublie la religion. La religion, son pouvoir et son prestige et sa valeur baissent. Plus la modernité avance, plus la religion recule. Mais cela ne veut pas dire la disparition de la religion. Juste son pouvoir s'est baissé. Pour que la société soit sécularisée, il faut qu'elle soit industrialisée et moderne. Parce qu'il y a un temps social qui n'est plus le temps religieux. Avant, c'était le rythme des cloches de l'église qui gouvernait dans le monde clos. Mais maintenant, c'est le temps des pratiques sociales qui règnent dans le monde ouvert. Alors, le Maroc est-il un pays sécularisé? Non, ce n'est pas un pays sécularisé. Parce que la religion est sacralisée et il n'est pas désacralisé. La religion a encore sa valeur et son prestige au Maroc. Comme par exemple chez nous au Maroc, le vendredi, on ne peut pas aller faire un rendez-vous par exemple dans une administration. Je parle du vendredi parce que tout le monde part à la prière. Donc, c'est la religion qui gouverne sur d'autres considérations. Donc, le Maroc n'est pas un pays sécularisé. Parce que, comme par exemple le vendredi, tout le monde part pour la prière. Mais dans un pays bien sécularisé, tout ce qui relève du comportement social ne dépend plus de la religion. La laïcité, après avoir parlé suffisamment de la sécularisation, je vais parler maintenant sur la laïcité. Alors, la laïcité, c'est la séparation de l'État et de l'Église. C'est la séparation de l'État et de la religion. La laïcité, c'est la force de la loi donnée à la sécularisation. Et quand on dit la laïcité, il a un aspect juridique. C'est pareil, tout ce qui est social, tout ce qui relève de la société, tout ce qui relève de la loi et tout ce qui relève de la religion. La séparation entre les deux. Je ne peux pas arriver à la laïcité si je n'arrive pas à un processus de laïcisation qui se fait petit à petit. Par exemple, la France, avant d'être un pays laïque, il a passé par un processus de laïcisation. Parce que pour arriver à la laïcité, il faut passer d'abord par un processus de laïcisation qui se fait petit à petit, jusqu'à la laïcité. Pourquoi on ne parle pas de la laïcité chez nous au Maroc? Parce que tout simplement, on n'est pas encore abouti, on n'est pas encore arrivé à un tel degré de modernité. Quels sont les principes de la laïcité? Comment je peux savoir, connaître qu'un pays est laïque? Quels sont les mécanismes ou bien les caractéristiques de la laïcité? Quand on dit la laïcité, c'est-à-dire l'aspect religieux ne devrait plus influencer l'aspect économique et politique. Quand on dit la laïcité, la religion reste un acte individuel, comme la France. Chaque citoyen doit pouvoir pratiquer la religion qu'il veut librement. La neutralité de l'État en matière religieuse. L'État doit être neutre, muhaïd. L'État doit être neutre en matière religieuse. Il ne doit plus influencer ce qui est... la religion ne doit plus influencer la société. Quand on dit la laïcité, la religion
n'est plus enseigné à l'école, comme la France. Quand on est dans l'administration ou à l'école, la religion disparaît définitivement. Quand on parle de la laïcité, il y a l'absence de religion officielle, comme par exemple la France. En bref, comme récapitulation, la sécularisation se fait au niveau de la société, tandis que la laïcité se fait au niveau du régime de l'État. C'est-à-dire, la sécularisation, il se fait au niveau de la société, la laïcité, il se fait au niveau de l'État. La laïcité, comme je vous ai dit préalablement, a un aspect juridique. Alors, après le monde, vient le monde ouvert, après le monde ouvert vient la matérialisation des besoins, et après la matérialisation des besoins vient la sécularisation, après la sécularisation vient la laïcité. Alors, la sécularisation de la société et la laïcité nous a conduit à la prémontée de l'individu. C'est-à-dire, on met les intérêts de l'individu au-dessus de tout. On donne beaucoup de valeur à l'individu. Dans une société où il n'y a pas de religion, dans une société laïque ou bien sécularisée. La primauté de l'individu, c'est l'une des manifestations de la modernité et de la sécularisation. C'est-à-dire, la primauté de l'individu est le résultat de la sécularisation. Dans la primauté de l'individu, l'individu cherche toujours à confirmer sa personnalité. Ses intérêts sont mis au-dessus de tout. Il a pris conscience qu'il est libre parce pour qu'il ne soit plus attaché à aucune autorité religieuse. C'est-à-dire, dans la primauté de l'individu, on met l'intérêt de l'individu au-dessus de tout. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus aucune autorité religieuse. C'est la sacralisation du droit individuel. Au lieu de sacraliser la religion, on sacralise le droit individuel. C'est à l'intérieur de la loi qu'il a ce droit. Donc la primauté de l'individu, c'est-à-dire on se focalise ici sur les droits de l'individu dans une société laïque et sécularisée. Loin de tout ce qui est religieux, loin de tout ce qui est autorité religieuse. Chez nous, par exemple, le problème, c'est qu'on a des droits, mais qu'on ne peut pas exercer parce que la société ne le permet pas. Exemple, le Maroc, par exemple, j'ai cité seulement l'exemple de Maroc pour bien appréhender cette notion de la primauté de l'individu. La primauté de l'individu, la primauté, c'est-à-dire la priorité. La priorité. Le Maroc a signé des centaines de conventions internationales qui relèvent des droits de l'homme. C'est-à-dire, il a signé des centaines de conventions internationales qui relèvent des droits de l'homme, mais on trouve toujours le contraire de la société. La société n'applique pas pratiquement ces droits, ces conventions à la lettre. Allez, alors, après avoir parlé suffisamment de la primauté de l'individu, c'est-à-dire on met les intérêts de l'individu au-dessus de tout, alors, qu'est-ce que la primauté de l'individu nous a conduit? Il nous a conduit au mouvement mai 68. Le mouvement mai 68, c'est un événement social qui a caractérisé la France pendant le XXe siècle. Je vous invite à regarder euh, une vidéo sur YouTube, à visionner une vidéo sur YouTube sur ce mouvement-là, mai 68, pour bien le comprendre. Alors maintenant, après le monde ouvert, il nous a conduit à la matérialisation des besoins, par la suite à la sécularisation de la société, par la suite à la laïcité, par la suite à la primauté de l'individu, et par la suite au mouvement mai 68. Le mouvement mai 68 désigne une révolution culturelle. C'est-à-dire, mai 68, c'est une révolution des étudiants dans une université. Je vous invite, comme je vous ai dit, à regarder 10 vidéos sur YouTube pour bien la comprendre. Il désigne une révolution estudiantine, une révolution des étudiants. C'est une période en France durant la Ve République dans laquelle se déroule une révolution des étudiants de la faculté des lettres de Nanterre qui ont fait une gigantesque grève. Pourquoi
ils ont fait cette révolution-là parce que ils veulent pratiquer à la lettre ce que l'on appelle la primauté de l'individu. Ces étudiants-là, ils veulent mettre leur intérêt au-dessus de tout. Ils ont fait une gigantesque grève. Pourquoi? Parce que les étudiants-là souffrent des problèmes organisationnels au niveau de l'administration de leur faculté. Ils souffrent des problèmes. Ils veulent améliorer leurs conditions de vie au sein de l'université, surtout au niveau artistique, musical, culturel, vestimentaire. Alors, ces étudiants-là, ils veulent mettre leur intérêt au-dessus de tout. Ils demandent plus de droits, plus de liberté, plus d'égalité, euh, et ils souhaitent une société plus ouverte. Alors, quand ces jeunes-là, ces jeunes étudiants ont fait cette grève, cette gigantesque grève, la police va intervenir dans cette grève, ce qui a laissé la révolution prendre une dimension grave. Ils ont mis des barricades dans l'arrêt pour empêcher le passage des étudiants, parce qu'ils ont fait une gigantesque grève. Alors, cette révolution-là a pour but de mettre fin aux inégalités de Charles de Gaulle. Comme je vous ai dit, les étudiants là, ces étudiants, ils souffrent des problèmes organisationnels au niveau de leur université, au niveau de leur société. Ils souffrent d'un ensemble de problèmes parce que à ce moment la France, qui dirige la France à ce moment-là? C'est Charles de Gaulle, qui est un général qui dirige la France. Malgré que la politique de Charles de Gaulle est conservatrice, mais il va y avoir à ce moment-là des inégalités par rapport à l'université, des inégalités par rapport à la société, des inégalités par rapport à l'industrie avec les ouvriers. Alors, au début, ce sont les étudiants qui ont fait la grève. Au début, ils ont sorti dans l'arrêt pour revendiquer leurs droits. Au début, c'est les étudiants, par la suite, les ouvriers. Voilà, la révolution prend une autre dimension. Les syndicats, les ouvriers ont profité de cette occasion, ils ont profité de la révolution des étudiants pour revendiquer leurs légitimes droits. Les ouvriers, eux aussi, ils cherchent une augmentation de salaire, l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des conditions de vie. Ils ont saisi cette occasion-là. Alors, le, le mouvement mai 68 a provoqué des centaines de blessés parce que, comme je vous ai dit, euh, la police a intervenu dans, euh, dans l'arrêt pour empêcher les étudiants de passer. C'est normal qu'il va y avoir une certaine bagarre. Alors, cet événement-là a provoqué des centaines de blessés. Le mouvement mai 68 est parmi les mouvements les plus importants de l'histoire sociale française. C'est parmi les mouvements les plus importants de l'histoire sociale française. Alors, le mouvement mai 68, il est réparti en trois étapes. Ces trois étapes, on les appelle faisait à trois étages. La première étape, au début, c'est la révolution des étudiants. La deuxième étape, c'est la révolution des ouvriers. La troisième étape, c'est que euh, la révolution a pris une autre dimension, c'est le côté politique. Alors, cet événement-là, il a duré presque un mois ou bien 2 mois. Alors, comment faire pour arrêter cette révolution-là des ouvriers et des étudiants? La troisième étape, c'est le côté politique. Ils ont signé l'accord de Grenelle. C'est un accord pour trouver une solution pour arrêter la révolution. Alors, le mouvement mai 68 a de nombreuses conséquences sur le mode de vie. C'est-à-dire, tout a changé. Sur le mode de vie, le mode culturel, le mode vestimentaire, le mode familial, social, économique et politique. Et quand, c'est-à-dire, le mouvement mai 68, il a, par exemple, de nombreuses conséquences que je n'ai pas citées ici.
parce que si je les cite, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais les citer, prenez une feuille et notez-les. Alors, le mouvement mai 68, parmi ses conséquences aussi, prenez une feuille et notez euh, la notion de féminisme, c'est-à-dire le féminisme, c'est-à-dire la femme va se libérer de l'autorité de son mari. Voilà le premier conséquent. Le deuxième, euh, après le mouvement du mai 68, il va y avoir une société de consommation. La troisième, la femme va se libérer de l'autorité de son mari, comme je viens de dire. La troisième, c'est il y a le grand slogan, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Je vous invite à faire une petite recherche sur ces notions-là. Et parmi les conséquences aussi du mouvement mai 68, c'est euh, l'état de droit. L'état de droit, c'est-à-dire la primauté de l'individu, nous a conduit au mouvement mai 68, et le mouvement mai 68 nous a conduit à l'état de droit. Et dans cet état de droit, je vais continuer. Cette révolution mai 68 mène à l'état de droit. C'est quoi un état de droit? Un état de droit, c'est un régime démocratique. L'état de droit, c'est comme la primauté de l'individu. Ils sont presque les mêmes. Euh, L'état de droit, c'est un régime pluraliste. C'est quoi pluraliste? C'est-à-dire qui accepte la pluralité des opinions et démocratique. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme euh, créée en 1948 qui a accordé une grande place, une place centrale à l'état de droit. C'est-à-dire, c'est quoi l'état de droit? L'état de droit, c'est un état qui a pour mission de défendre et de garantir les droits de l'individu. L'individu a le droit d'avoir une vie meilleure. Quand on dit l'état de droit, c'est le triomphe des droits de l'individu au détriment des autres considérations, qu'elles soient religieuses ou culturelles. C'est-à-dire défendre, garantir les droits de l'individu. Quels sont les principes et les caractéristiques de l'état de droit? Garantir le principe de l'égalité de tous devant la loi, c'est-à-dire comme la primauté de l'individu, on met les intérêts de l'individu au-dessus de tout. Même dans l'état de droit, il y a l'égalité de la loi, l'égalité de tout le monde devant la loi, la sécurité de tout le monde, la protection contre les jugements arbitraires, le droit de faire ce qu'on veut, l'individu a le droit de faire ce qu'il veut à condition de respecter la loi. L'état de droit est fondé sur le principe essentiel du respect d'une norme juridique et qui garantit un espace privé aux individus. Et l'état de droit, c'est un état qui donne des valeurs, qui donne l'égalité de tous devant la loi. Alors, après avoir abordé la notion de l'état de droit, maintenant, on va passer à une autre notion, c'est l'état intégrateur. Et quand on dit l'état intégrateur, c'est-à-dire l'intégration de l'individu dans la société pour garantir ses droits sans discrimination. Quand on dit l'état intégrateur, c'est-à-dire il repose sur l'intégration de l'individu dans l'État. Ainsi, sa voix est entendue. C'est l'État qui met dans sa constitution l'acceptation de la différence, le refus de la nation, de la race et de la géographie. C'est-à-dire, dans l'État intégrateur, il y a l'égalité de tout. C'est tout simplement accepter les différences. Malgré qu'il y a une différence au niveau de la race, malgré qu'il y a une différence au niveau de la géographie, mais il y a dans cet état intégrateur une sorte d'égalité de tous. C'est-à-dire l'intégration de l'individu dans la société et garantir ses droits. Alors maintenant, on va passer vers la notion de l'idéal des progrès. Alors, comme je vous ai dit préalablement, le monde clos mène au monde ouvert. Et quand le monde est ouvert, c'est-à-dire l'ouverture du monde, il nous a conduit à la matérialisation des besoins. La matérialisation des besoins est remplacée par la digitalisation. Tout cela va nous conduire à la sécularisation de la société. Et quand la société a été sécularisée,
il va y avoir ce que l'on appelle la laïcité. Et la laïcité parmi son résultat, c'est la primauté de l'individu. Et quand on met les intérêts de l'individu au-dessus de tout, cela va nous conduire au mouvement mai 68 et le mouvement mai 68 va nous conduire à l'émergence d'un État qui s'appelle l'État de droit. Maintenant, on va parler sur l'idéal du progrès. On va voir le XXe siècle. Est-ce qu'il y a un idéal du progrès ou bien une crise de progrès? Alors, je vais commencer. L'homme voit à travers le progrès une source de l'idéal qui va lui garantir l'amélioration de sa condition de vie. Toujours, l'homme pense que la science va lui apporter la richesse et le confort matériel. On pense toujours que le XXe siècle, on pense toujours au XXe siècle que la science est au service des humains. Alors, sincèrement et personnellement, je vois que il n'y a pas d'idéal de progrès dans le XXe siècle. Au contraire, il y a la crise des progrès, car la science au XXe siècle n'est pas au service des humains. Oui, il est au service des humains dans un côté, mais dans un autre côté, il y a par exemple les guerres mondiales, tout cela a détruit l'homme. Les guerres mondiales, les armes chimiques, les bombes atomiques, tout cela, c'est une crise. La crise mondiale aussi. Donc, on ne peut pas parler de l'idéal des progrès ici, mais plutôt on va parler de la crise des progrès. Qu'est-ce qui va se passer dans le XXe siècle? On va voir des aspects qui reflètent le contraire. C'est-à-dire, on va voir tout ce qui est le contraire de ce qui est prévu. C'est-à-dire, la crise du progrès. Avec la science, on sent côté négatif et destructif. On est en train de détruire nous-mêmes. Il n'y a pas d'idéal de progrès. La science n'a pas été au service des humains, mais au contraire, la science, dans son côté négatif et destructif, a détruit l'homme. A détruit l'homme au XXe siècle. C'est exactement ça la crise des progrès. Parce qu'au XXe siècle, la science a mis l'homme dans le chagrin, dans l'absurdité, dans l'inquiétude, dans l'angoisse. La science au XXe siècle détruit l'homme, comme par exemple les armes chimiques, les guerres mondiales, la bombe atomique. Tout cela va détruire l'homme. Il y a une autre notion, c'est l'écologie, qui considère le progrès comme moyen de sauvegarder la planète, et par la même occasion, il peut nous détruire. Donc, l'idéal des progrès ne sera jamais réalisé. Au contraire, c'est la crise des progrès qui s'est réalisée. Par exemple, la technologie fait partie des progrès, et dans la technologie, on trouve les armes chimiques, et bien d'autres choses qui sont capables de faire disparaître la planète en un clin d'œil. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé au XXe siècle, il peut faire disparaître la planète en un clin d'œil. Les armes chimiques, quand on parle des armes chimiques, c'est-à-dire la bombe atomique. La bombe atomique. Tout cela est capable de faire disparaître la planète en un clin d'œil. Donc, l'idéal du progrès ne sera jamais réalisé parce que le sort de l'homme reste toujours le même. Le progrès n'a fait que mettre l'homme dans le désenchantement. Au XXe siècle, on pense toujours que la science était au service des humains, mais la science et le progrès vont mettre l'homme dans le désenchantement, dans la désillusion, dans une déception très profonde. À travers les guerres mondiales, la bombe atomique, on croyait que l'évolution va nous amener vers l'idéal, vers tout ce qui est idéal, vers tout ce qui est parfait. Mais on est arrivé à la guerre qui tue des milliers de personnes en un clin d'œil, en une seconde. Donc, c'est ça le désenchantement de l'homme. Alors, dans le XXe siècle, comme récapitulation, l'homme pense toujours que le XXe siècle, il va vivre dans l'utopie. Et quand on dit l'utopie, c'est-à-dire tout ce qui est parfait, tout ce qui est fabuleux, tout ce qui est merveilleux, mais au contraire, il y a une crise de progrès. La science va mettre l'homme dans le désenchantement. Je retiens le XXe siècle. Au lieu d'être dans un idéal des progrès, on est plutôt dans la crise des progrès. La science a détruit l'homme. Maintenant, on va parler en détail sur la révolution
artistique au XXe siècle. Comme je vous ai parlé au début de la vidéo, comme par exemple le surréalisme, il se penche sur tout ce qui est poésie, tout ce qui est art, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est révolution artistique. Alors, la révolution artistique, la conception de l'art a provoqué autant de réactions au XXe siècle. L'art se considère comme une rupture avec les valeurs et les formes traditionnelles. C'est-à-dire, l'art au XXe siècle, il est venu comme révolution à l'art qui était au XIXe siècle. Euh, alors, le XXe siècle se caractérise par l'art moderne qui a donné une valeur ajoutée à la création artistique. Le XXe siècle se caractérise par l'art moderne. Et dans le XXe siècle, il y a la révolution artistique. Et quand on parle de la révolution artistique, c'est-à-dire le surréalisme et les écoles artistiques. Le surréalisme et les écoles artistiques. Et quand on parle du surréalisme, comme je vous ai dit préalablement au début de la vidéo, le surréalisme est apparu au lendemain de la guerre mondiale, de la première guerre mondiale plus précisément. C'est un mouvement artistique et poétique qui a pour but de libérer des contraintes de la raison pour permettre à l'inconscient de s'exprimer librement. Le surréalisme libère les esprits pour sortir de l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Donc, le surréalisme est considéré comme une révolution artistique. Il y a aussi le surréalisme et les écoles artistiques, comme le fauvisme, le cubisme. Euh, le fauvisme, c'est un mouvement artistique qui est fondé sur les couleurs euh, euh, vifs et violents, et qui s'inscrit dans le cadre de la peinture. Et quand on parle du cubisme, le cubisme, si je me souviens bien, c'est un mouvement artistique fondé par une personnalité marquante, c'est Pablo Picasso. Quand on dit le cubisme, c'est-à-dire il constitue une révolution dans la peinture et dans la sculpture et qui s'inscrit dans le cadre de la peinture aussi, lui aussi. Il y a aussi l'impressionnisme, le futurisme. Je vous invite à faire une petite recherche sur ces deux notions qui se sont considérées comme une révolution artistique au XXe siècle et qui s'inscrivent dans des mouvements artistiques baptisés des mouvements avant-gardistes. Et quand on dit avant-gardiste, c'est-à-dire qui veut réaliser un changement notable tant en fond qu'en forme. Ça veut dire, ou bien tout simplement, qui s'inscrivent dans une rupture avec les écoles traditionnelles du 19e siècle. C'est-à-dire, euh, ces écoles artistiques-là, le surréalisme et les écoles artistiques sont venues comme une révolution artistique au XXe siècle pour donner une valeur ajoutée à la création artistique. Tous ces mouvements-là, le surréalisme, le fauvisme et le cubisme, sont des mouvements révolutionnaires qui s'inscrivent dans une rupture totale avec les écoles traditionnelles. L'art au XXe siècle développe la liberté de création, la liberté d'innovation, la création artistique. C'est-à-dire, chaque artiste a ce besoin d'innover. Et quand on dit ce besoin d'innover, c'est-à-dire ce besoin d'inventer, de créer quelque chose de nouveau, d'inventer quelque chose de nouveau. Parce que si on n'innove pas, on disparaît tout simplement. En résumé, l'art au XXe siècle est considéré comme moyen de changer la vie. Maintenant, je vais parler d'une notion très fondamentale, c'est-à-dire c'est le totalitarisme, avec les trois régimes totalitaires, celui de Hitler, Mussolini, Benito Mussolini et Joseph Staline. Le totalitarisme. Voici une citation qui résume parfaitement les régimes totalitaires au XXe siècle. C'est une citation qui résume parfaitement le XXe siècle. C'est une citation que j'ai cherchée à plusieurs reprises, mais et heureusement je l'ai trouvée enfin. C'est une citation qui résume parfaitement les régimes totalitaires, autoritaires et tyranniques au XXe siècle. Le XXe siècle laissera probablement l'image d'un temps maléfique et provoque un séisme dans les esprits. Ça veut dire, dans le XXe siècle, il a connu beaucoup d'événements qui ont mis en péril
la vie de l'homme. C'est-à-dire des événements qui peuvent faire disparaître la planète en un clin d'œil, surtout avec les régimes totalitaires, surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, parce que le totalitarisme s'inscrit dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire beaucoup d'événements qui ont mis en péril la vie humaine sur Terre, comme par exemple les deux guerres mondiales et d'autres événements qui le suivent. La guerre en général, la guerre froide, les famines, la pollution planétaire, euh, euh, tout cela, les armes sophistiquées de destruction massive, tout cela s'inscrit dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le XXe siècle, il va laisser, c'est-à-dire l'image d'un temps maléfique, d'un temps euh, qui est d'un temps maléfique qui va provoquer euh, un certain chagrin, une certaine absurdité dans les esprits. Et quand on dit le totalitarisme, c'est cette volonté écrasante de domination. Avec Hitler, Mussolini et Joseph Staline, ils ont cette volonté écrasante de domination. C'est-à-dire, le totalitarisme, il est fondé sur l'idéologie unique, portée sur un parti unique, avec un chef unique. Alors, le totalitarisme, c'est une forme de gouvernement dans lequel un parti unique, c'est-à-dire un seul individu, détient tous les pouvoirs, comme Adolf Hitler par exemple. C'est un parti unique qui a une idéologie unique, qui est le nazisme. Le nazisme, Hitler, il détient par exemple tous les pouvoirs et il dispose d'un pouvoir absolu. Et quand on dit le totalitarisme, c'est un pouvoir arbitraire, autoritaire et tyrannique. Le totalitarisme, c'est une forme de despotisme. Quand on dit despotisme, c'est-à-dire tout ce qui est tyrannie, tout ce qui est autorité. Et quand on parle de totalitarisme, on a affaire à trois régimes totalitaires qui vont utiliser presque la même stratégie pour dominer. Hitler, Mussolini et Staline, à ce moment-là, ils vont utiliser la même stratégie pour dominer. Quand on dit Hitler avec le nazisme, Benito Mussolini avec le fascisme, le stalinisme, avant c'était Lénine, mais dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est Joseph Staline. Alors, voici une petite démonstration, un petit tableau dans lequel j'ai bien détaillé ces notions-là. Alors, le fascisme avec Benito Mussolini, le nazisme avec Adolf Hitler, le stalinisme avec Joseph Staline. Quand on dit le fascisme, c'est l'idéologie de la nation. Le nazisme, l'idéologie de la race. Pourquoi j'ai dit la race? Parce que Hitler, à ce moment-là, il déteste les juifs. Le fascisme, l'idéologie de la nation. Le nazisme, l'idéologie de la race. Tout ce qui est race. Parce que à ce moment-là, comme je vous ai dit, les juifs, les nègres aussi, ils détestent les nègres, c'est-à-dire l'idéologie de la race. Le stalinisme, c'est l'idéologie de la classe, parce que Staline a beaucoup détruit les valeurs, les avantages du monde bourgeois. Alors, je commence d'abord par le fascisme. C'est un système politique nationaliste et impérialiste, autoritaire, tyrannique, établi par Benito Mussolini en Italie en 1922. Ce régime rejette les valeurs de l'individu. Et quand on parle, par exemple, du régime totalitaire, on ne parle plus de l'état de droit, parce que l'état de droit est la primauté de l'individu. Les intérêts de l'individu sont mis au-dessus de tout. Mais dans les régimes, quand on parle des régimes totalitaires, l'état de droit est aboli et annulé. L'état de droit n'est jamais reconnu. C'est les régimes totalitaires qui s'imposent. Alors le fascisme rejette les valeurs de l'individu, il rejette les droits de l'homme. Quand on dit le nazisme, c'était une idéologie de la race nationaliste et socialiste allemand. C'est Hitler qui a guidé le nazisme. C'est lui qui a fondé le nazisme. C'est un leader et un chef charismatique. C'est quoi charismatique? Une personne, comme Hitler, c'est une personne charismatique
Une personne charismatique se dit d'une personne qui a un très grand prestige. On le considère comme un dieu. Hitler, à ce moment-là, on le considère euh, comme un dieu. Hitler va profiter naturellement de ce prestige public pour influencer son idéologie, pour, euh, euh, pour allonger ou bien son idéologie. Il va prendre le pouvoir en 1933. Le peuple naziste allemand prétend une race aryenne, au lieu, parce que la race aryenne est supérieure et pure. Par contre, les juifs et les slaves sont impurs. Tout ce qui est juif, tout ce qui est nègre, les slaves sont impurs. Je vous invite vivement, vivement à faire plus de recherches sur ces idéologies et ces régimes totalitaires-là. Le stalinisme, le stalinisme, quand on parle du stalinisme, il est fondé en l'Union soviétique, l'Ittihad soviétique, l'Union du URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et le stalinisme, à ce moment-là, détruit les avantages des mondes bourgeois. Alors voici une démonstration qui résume parfaitement les régimes totalitaires au XXe siècle. Et un petit schéma. Et dans les régimes totalitaires, l'état de droit est aboli, tout ce qui est démocratie est rejeté, est refusé. Le rejet de la démocratie. Parmi les caractéristiques des régimes totalitaires, la recherche de la domination totale et sans limite. Exercer un contrôle absolu, exercer de la tyrannie, exercer de l'autorité, exercer le despotisme. Utiliser la violence et la terreur comme moyen de gouvernement. Ce régime-là veut dominer complètement tous les aspects de la vie sociale et privée des individus. Contrôler l'économie aussi. Quand on dit le totalitarisme est un régime utopique, un autre axe, le totalitarisme est un régime utopique. C'est quoi l'utopie? C'est un projet qui permet de réaliser le rêve collectif, sauf que ce rêve passe par des cauchemars. J'essaie toujours d'utiliser des mots faciles à comprendre pour que vous puissiez appréhender et comprendre la totalité de ces événements-là. Alors, l'utopie, c'est un projet qui permet de réaliser le rêve collectif, sauf que ce rêve passe par des cauchemars. Pour bien comprendre cette notion-là, que le totalitarisme est un régime utopique, par exemple, Hitler, par exemple, leur dit, par exemple, je suis prêt à vous garantir un avenir merveilleux et fabuleux. Je suis prêt à vous garantir un avenir qui est idéal et parfait, à condition que vous m'aidiez à tout dominer, à condition que vous m'aidiez à tout dominer et à tout gouverner. C'est-à-dire, Hitler, par exemple, il va réaliser le rêve collectif, c'est de dominer le monde. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler veut dominer le monde. Il leur a dit, je suis prêt à vous garantir une vie meilleure à condition qu'on va tout dominer. Mais sauf que ce rêve, si on veut réaliser ce rêve, on doit absolument passer par des cauchemars. Les cauchemars, ce sont les guerres, les morts, plus de 50 millions de morts, si je me souviens bien. C'est quoi d'abord un monde utopique? C'est comme l'Eldorado, un pays dans lequel il n'y a pas de violence, de criminalité, pas de prison. C'est un pays merveilleux et fabuleux dans lequel les gens vivent en harmonie. C'est pour cette raison, le totalitarisme, comme Hitler, dit aux gens qu'il va leur garantir le bien-être à condition qu'ils le suivent. Il leur a dit, suivez-moi et je vais vous garantir le bien-être. Je vais vous garantir un aventure fabuleux et merveilleux. Mais la personne qui ne me suit pas sera éliminée au nom de l'union sacrée. La personne qui ne suit pas, par exemple, Hitler, il sera éliminé. Il n'y a pas d'excuse.
Il y a un personnage qui a beaucoup parlé sur le totalitarisme, comme Arendt. Anna Arendt, c'est une philosophe allemande naturalisée américaine, célèbre pour ses travaux sur le totalitarisme. Il a beaucoup parlé sur le totalitarisme. Je vous invite à faire plus de recherches sur ce personnage-là. Il a beaucoup parlé sur la condition de l'homme moderne. La, la condition de l'homme moderne. C'est pour cela, dans cette vidéo, je me suis focalisé beaucoup sur la condition de l'homme moderne. Je ne me suis pas focalisé sur la 4e République, la 5e République, parce que ils ne sont que des événements secondaires. Je me suis focalisé surtout sur l'homme, la religion, l'homme, la sécularisation, l'homme, la condition de l'homme moderne, les guerres mondiales. Je, je- Même Anna Arendt, il a beaucoup parlé sur la condition de l'homme moderne. Dans son ouvrage intitulé, je vous invite à le télécharger, Les origines du totalitarisme. Il a beaucoup parlé sur les origines totalitaires. Il a beaucoup parlé aussi sur l'impérialisme, l'autorité, le despotisme, l'antisémitisme. Il a beaucoup parlé sur ces notions-là. Maintenant, après avoir terminé, j'ai presque abordé tous les événements qui sont euh, principaux. Maintenant, je vais passer à définir euh, quelques termes que je n'ai pas mentionnés pendant l'explication. Quelques termes. Alors, la science, c'est quoi la science? Ce sont des croyances qui sont passées par le stade de l'expérimentation. La science, c'est le contraire de la religion. Dans la religion, ils ne sont pas passés par l'expérimentation, mais la religion est fondée sur la conviction. Elle n'est pas passée par le stade, parce que dans la religion, on ne peut pas savoir, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu par l'expérimentation. On peut le prouver juste par la conviction. Chacun a ses convictions. Mais la science, quand on dit la science, c'est tout ce qui se passe par le stade de l'expérimentation. L'expérimentation, les hypothèses, le résultat final. Le résultat final. Alors, c'est ça la science. La théologie, c'est ilm al-lahut. C'est une science qui étudie les spécificités de la religion. Tout ce qui est en relation avec la religion. L'absurde, quand on dit l'absurde, c'est la difficulté de l'homme à comprendre le monde dans lequel il vit. Un monde qui n'a pas de sens. J'ai parlé suffisamment de l'absurde dans la philosophie de l'absurde, dans la première partie de la vidéo. Un monde où il n'y a pas où il n'y a que l'inquiétude, l'angoisse et le chagrin, c'est un monde absurde, un monde qui n'a pas de sens. Un monde utopique, c'est un univers dans lequel tout est parfait, euh, un univers dans lequel tout est utopique, tout est parfait. Le narcissisme, c'est l'adoration de soi. L'empirisme, c'est l'expérimentation, la science et le savoir. L'anthropologie, quand on dit l'anthropologie, c'est la science qui étudie l'homme, tous les aspects de l'homme, son aspect biologique, son aspect social, son aspect politique, son aspect religieux, son aspect cognitif, son aspect mental, son aspect familial, social, tout ce qui relève de l'homme. Le monothéisme, c'est une doctrine qui n'admet qu'un seul Dieu, comme par exemple les religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, ils n'admettent qu'un seul Dieu. C'est ce qu'on appelle le monothéisme, les religions monothéistes. Quand on parle de le luxe, il s'inscrit dans le cadre de la matérialisation des besoins. C'est quelque chose que très peu de gens peuvent y arriver et qui n'est pas nécessaire d'ailleurs et dont on n'a pas forcément besoin. Il y a des besoins naturels et nécessaires comme la nature. C'est un besoin naturel et nécessaire. Le besoin naturel mais pas nécessaire comme la sexualité. Il est naturel mais pas nécessaire. Besoin pas naturel et pas nécessaire. Comme par exemple les voitures, acheter des voitures. Il est ni naturel ni nécessaire. Maintenant, je vais parler de l'idéologie marxiste, que je n'ai pas mentionné lors de l'explication. C'est une pratique politique qui est une théorie sociale fondée sur les idées de Karl Marx.
un philosophe d'origine juive et allemand, Karl Marx. Il se préoccupe d'améliorer les conditions des travailleurs dont les droits sont bafoués par les capitalistes. C'est-à-dire les capitalistes, ils exploitent les biens des ouvriers. Et de faire face à l'exploitation des ouvriers par la bourgeoisie capitaliste. Pour bien comprendre, selon Karl Marx, le prolétariat, les ouvriers, est une classe sociale marginalisée qui s'oppose à la classe capitaliste, c'est-à-dire les bourgeois, ils exploitent les biens des ouvriers. Le prolétariat sont des ouvriers, des travailleurs qui ne possèdent ni capital ni moyens de production. Et ils recourent souvent au travail salarié pour subvenir à leurs besoins. Alors, comme je vous ai dit, les capitalistes exploitent les biens des ouvriers. Et c'est pour cette raison que Karl Marx critique beaucoup la société capitaliste. Juste pour que vous ayez une petite idée sur l'idéologie marxiste. Le paranormal, une notion que j'ai oublié de mentionner lors de l'explication, comme par exemple la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, par exemple, le paranormal, c'est un mot que l'on emploie pour parler d'un phénomène qui existe. Par exemple, la naissance de Jésus, c'est un phénomène qui existe, qu'on a observé par exemple, mais qui n'est pas explicable scientifiquement. La naissance de Jésus, selon la religion, elle est inexplicable scientifiquement. On ne peut pas l'exprimer par l'expérimentation. C'est c'est impossible. Il n'est pas explicable par les moyens scientifiques. C'est la frontière entre le réel et le surnaturel. L'engagement. Alors, l'engagement, parce que je parle beaucoup de l'engagement, comme par exemple un intellectuel engagé, c'est lorsqu'un un auteur écrit des textes afin de défendre ou bien de dénoncer la société de l'époque ou bien les mœurs. Quand on dit la littérature engagée, l'auteur écrit des textes littéraires engagés, que ce soit des romans, que ce soit des nouvelles, dans lesquels il prend position et il exprime son point de vue. Dans ses écrits sur la politique, sur la société, sur la religion, par exemple. La littérature engagée, c'est-à-dire lorsqu'il se sert de ses écrits pour, euh, pour, euh, pour prendre une position et exprimer un point de vue par rapport à un phénomène, à quelque chose. Un écrivain engagé, c'est quelqu'un qui se sert de son art, de son talent et de son intelligence comme arme suprême pour défendre les causes ou bien pour défendre les valeurs universelles ou bien pour dénoncer les injustices, pour triompher sa vision du monde. On dit d'une œuvre qu'elle est engagée lorsqu'elle présente certaines opinions ou prises de position de son auteur sur un sujet donné. Prenons par exemple l'engagement de Victor Hugo dans Le Dernier Jour d'un condamné. Un roman engagé, par exemple Victor Hugo, c'est normal qu'il ait un écrivain engagé, parce qu'il dénonce un conflit social, la peine de mort. C'est-à-dire, il a exprimé un point de vue par rapport à un phénomène de société. La peine de mort. C'est pour cette raison qu'il est un intellectuel, un écrivain engagé. Donc, à présent, je vais vous expliquer quelques thèses de quelques livres qui ont marqué le XXe siècle. Le premier livre, c'est L'opinion des intellectuels. Avant de parler sur ce livre-là, je vais tout d'abord parler sur les rapports qui existent entre Sartre et Aron. Les rapports qu'entretiennent Sartre et Aron. D'abord, Sartre et Aron sont de grands intellectuels français à l'époque du XXe siècle. Ils étaient des amis à un moment donné, mais malheureusement, ils ont sacrifié leur amitié et ils ont devenu des ennemis. C'est-à-dire Sartre et Aron, au début, sont des amis. Mais après divers événements, ils ont devenu des ennemis. Pourquoi ils ont devenu des ennemis? C'est ce que je vais expliquer maintenant. Parce que Sartre et ses amis étaient dans l'illusion, étaient dans l'aveuglement. Parce que le problème que Sartre, il défend le communisme de Staline. Vous savez très bien que le communisme de Staline, c'est un régime totalitaire. C'est un régime qui a une volonté écrasante de domination. Le problème, c'est que Sartre défend
ce régime-là qui est autoritaire. Donc Sartre et ses amis sont tombés dans l'illusion et dans l'aveuglement qui les empêche de voir la réalité. Selon Aaron, c'est-à-dire c'est pour cette raison que Aaron et Sartre sont devenus des ennemis. Aaron lui a dit pourquoi tu défends le communisme. Le communisme veut détruire l'humanité. Donc c'est à cette seule raison qu'ils ont devenu des ennemis. Sartre a trompé sa vraie mission. Au lieu de défendre les droits de l'homme, les droits universels de l'homme, il défend le communisme. Voilà le problème. Parce que Sartre et ses amis sont aveuglés par le communisme. Et quand on dit le communisme, c'est-à-dire le régime stalinien, le stalinisme en russe. Donc Sartre est tombé dans le piège du stalinisme. Alors Sartre et ses amis étaient convaincus que l'engagement est la meilleure façon pour changer le monde. Donc ils s'engagent dans le communisme et Sartre défend la thèse communiste de Staline, comme je viens de vous dire. Le problème, c'est que le communisme avait percé les intellectuels dans un rêve qui va devenir le cauchemar stalinien. Comme je vous ai dit, le communisme a cette volonté écrasante de domination. Il va plonger les intellectuels dans le cauchemar stalinien, c'est-à-dire le totalitarisme. On a fait croire aux intellectuels que l'humanité, grâce au communisme, il va sortir des injustices et des inégalités sociales. Mais dans la réalité, on va voir le contraire. Parce que le seul et unique but du stalinisme, c'est une domination totale et sans limite. Un autre livre qui a développé cette idée, les rapports qui existent entre Sartre et Aaron, voilà le livre qui a développé cette idée. C'est un livre qui a développé parfaitement cette notion d'aveuglement des intellectuels à l'égard des régimes communistes. En résumé, Aaron a fait le maximum possible pour lutter contre le totalitarisme communiste à une époque où la plupart des intellectuels français sont largement pro-communistes. C'est-à-dire, Aaron n'est pas pro-communiste. Sartre, c'est celui qui est pro-communiste. Et quand on dit pro-communiste, c'est-à-dire celui qui défend le communisme stalinien. Comme Jean-Paul Sartre, par exemple. Je vais parler sur un autre livre qui a marqué le XXe siècle, c'est La trahison des clercs. Comme Sartre. Quand on dit la trahison des clercs, les clercs, ce sont des intellectuels. La trahison des intellectuels. Ici, il fait allusion à Sartre. Les clercs, ce sont les savants, les philosophes, les intellectuels. Ils ont pour mission de défendre les valeurs universelles. Ils ont trahi leur vraie mission, comme Sartre. Au lieu de défendre les valeurs universelles et humanistes, il défend le communisme. Il a trahi sa vraie mission. Tous les intellectuels doivent défendre les valeurs universelles, mais ils ne doivent pas se laisser piéger par l'espoir. Les intellectuels qui se mêlent de l'espace public, de l'actualité, de la circonstance, sont en train de détruire leur mission fondamentale, c'est celle de la défense des valeurs universelles, comme Sartre par exemple. Un autre livre qui a marqué le XXe siècle, c'est L'ère des soupçons. C'est un livre qui résume parfaitement le nouveau roman au XXe siècle. C'est un livre qui est écrit par Nathalie Sarraute. Quand on dit l'ère des options, c'est un ensemble d'articles dans un livre, c'est un ensemble d'articles dans le cadre justement de la réflexion de Nathalie Sarraute sur le nouveau roman. Quand on dit l'ère, c'est-à-dire l'époque, soupçon, c'est-à-dire le sentiment de doute et d'incertitude. L'ère des soupçons, il correspond au monde ouvert, parce que dans le monde, comme je vous ai dit, il y a la vérité absolue. On ne peut pas mettre en doute les vérités de la religion, mais dans le monde ouvert, il y a le doute. Il n'y a pas de vérité absolue dans le monde ouvert, il y a l'incertitude. Donc, l'ère des soupçons, c'est-à-dire le monde ouvert, il résume parfaitement l'esprit du XXe siècle qui est habité par cette angoisse de l'incertitude. Alors, à travers cette explication que je vous ai fournie dans cette vidéo, j'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions qui sont en rapport avec l'histoire des idées du XXe siècle. Et j'ai presque abordé toutes les notions fondamentales
J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre étude et j'espère qu'elle vous sera aussi profitable, bénéfique et utile. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez n'importe quelle question en rapport avec ce siècle, vous n'avez qu'à la poster dans un commentaire et je suis toujours disponible pour y répondre. Alors, j'espère que cette vidéo vous soit utile. On se rencontre dans une autre vidéo très prochainement. Alors, à très bientôt.